On se retrouve dans Face à Michel Onfray, notre rendez-vous du week-end avec vous, Michel. Bonjour, bienvenue dans cette émission qui est la vôtre. On va parler, si vous le voulez bien, de l'Europe. À 2 mois, quasiment jour pour jour, des élections européennes qui vont se dérouler du 6 au 9 juin prochain dans les 27 pays de l'Union pour désigner 720 députés. L'occasion de s'interroger avec vous, Michel, sur cette Union européenne si décriée par ses concitoyens, si éloignée de la conception qu'en avaient ses fondateurs, dont le général de Gaulle, qui nous est cher et qui voulait, lui, une Europe des nations. Avec vous, nous allons aussi, Michel Onfray, analyser cette montée en puissance des partis nationaux ou de la droite radicale dans la plupart des pays, à la lumière de ce qui se passe dans notre pays, en France, avec le Rassemblement national. Qu'est-ce que cette montée des populismes recouvre exactement? Qu'est-ce que le populisme? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ensemble. Et puis on verra aussi quelle Europe nous proposent les principaux candidats français. Ont-ils des visions si opposées que cela? Vous nous direz ce que vous en pensez. On écoutera Jordan Bardella, Valérie Ayé, Raphaël Glucksmann ou encore François-Xavier Bellamy. Mais d'abord l'Europe. Comment est-elle devenue ce qu'elle est aujourd'hui alors que l'idée de départ était tout autre? Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais cela n'aboutit à rien et cela ne signifie rien. Vous avez reconnu la citation? C'est de Gaulle, évidemment. On va l'écouter, d'ailleurs. C'était en 1965, lors de la campagne présidentielle. Et il répondait à cette question de Michel Droit. Êtes-vous ou non européen? Du moment que je suis français, je suis européen, étant donné que nous sommes en Europe, et que je dirais même que la France a toujours été une partie essentielle, sinon capitale, de l'Europe. Je crois qu'il y a, dès lors que nous ne nous battons plus entre Européens occidentaux, dès lors qu'il n'y a plus de rivalité immédiate et qu'il n'y a pas de guerre, ni même de guerre imaginable, entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Italie, et même, bien entendu, un jour, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, eh bien, il est absolument normal que s'établisse entre ces pays occidentaux une solidarité. C'est cela l'Europe. Et je crois que cette solidarité doit être organisée. Il s'agit de savoir comment et sous quelle forme. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Voilà la clarté de la pensée du général, la générosité, la solidarité organisée, pardon. Oui. On en est loin aujourd'hui. On est passé à autre chose. C'est pas ce qu'il voulait, le général. Non. D'ailleurs, ce texte est génial. J'utilise rarement le mot, mais vraiment, c'est génial. C'est un projet politique. Un projet d'histoire. Il nous parle d'Europe, il nous parle d'Occident, il nous parle d'Europe occidentale. Enfin, des concepts extrêmement intéressants. Il faudrait qu'on ait le temps de développer tout ça. Qu'est-ce que l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe occidentale? Donc, il y a une Europe orientale. Quelle est cette Europe orientale? Et on voit bien, Europe orientale, Europe occidentale, comment ça s'articule aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine. Il nous dit l'Europe, c'est une Europe géographique, évidemment. Nous sommes européens. La France est en Europe. Et puis cette façon de dire l'Europe, elle est française. Ça, c'est le nationalisme du général de Gaulle. C'est-à-dire, il considère qu'il y a l'Europe, mais que quand même, c'est un peu beaucoup la France. Et il y a des peuples aussi. Et puis, il y a les peuples français. Et puis, il dit, bon, voilà, on compose avec tout ça. C'est génial. Parce que là, franchement, on fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait de la prospective, on fait de la géostratégie, de la géopolitique. Quelle époque! Et on n'y est plus, évidemment. Alors, il faut une espèce de commentaire de texte, parce que là, il y a de la politique politicienne chez le général de Gaulle. Aussi. Il en fait toujours. Là, on est en 65, hein, donc absolument. En pleine élection. Et là, qui saute comme un cabri? Les européistes sur sa chaise. Qui sont ces gens-là à l'époque? Des Le Canuet. On va l'écouter, Jean Le Canuet, formidable, dans un instant. Des Giscard d'Estaing, un certain Pompidou aussi. Bon, le président Pompidou n'a pas été très longtemps au pouvoir, hélas, il a eu la maladie que nous savons, mais il aurait été plus longtemps au pouvoir, on aurait eu la naissance d'un européisme que Giscard, de toute façon, a repris en main. Et puis Mitterrand par la suite, évidemment. C'est évidemment pas l'Europe que souhaitait le général de Gaulle. Le coup de génie, entre guillemets, est un génie maléfique, mais des européistes de laisser croire que si on est pour l'Europe, c'est pour une Europe libérale, car il n'y a pas d'autre version que l'Europe libérale. Si vous dites non, comme moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est Europe, mais parce qu'elle est libérale, alors là on vous dit, vous êtes anti-européen, donc vous êtes nationaliste, donc vous êtes pour la guerre. Jurisprudence Mitterrand qui nous dit le nationalisme c'est la guerre, ce qui est évidemment faux. La guerre, c'est l'impérialisme, c'est pas le nationalisme. Le nationalisme, c'est ce qui permet de résister à l'impérialisme. Je rappelle pour les gens qui auraient du mal à comprendre que l'impérialisme russe
actuellement a en face de lui un nationalisme ukrainien, et que c'est ce nationalisme ukrainien qui permet de résister à l'impérialisme russe, et qu'il y a un impérialisme américain aussi, américain, bien sûr. américain, européen, européiste, et que cet empire-là, cet impérialisme, il veut aussi de l'Ukraine, ce qui déplaît beaucoup à Poutine. Pour en revenir à De Gaulle, Michel, il voulait d'une Europe intégrée, mais il ne voulait pas d'une Europe atlantiste. C'est ça. Dès le départ, il avait bien compris que le projet des Américains, c'était une Europe vassalisée, on est d'accord. Oui, alors il le dit pas. Si, il le dit en plus, parce qu'il n'est pas du genre à cacher ce genre de choses, mais il veut une Europe avec la France à sa tête. C'est clair. Il dit, voilà, l'Allemagne a perdu, nous, en fait, on a gagné, et on doit pouvoir conduire cette Europe, et on va faire une Europe des nations. Même si l'expression n'existe pas vraiment chez lui, c'est cette idée que c'est effectivement une association d'intérêts dans laquelle il y a un projet commun, l'Europe, mais dans lequel les nations restent des nations, dans lequel chaque État reste un État. Donc c'est une espèce de communauté d'intérêts. C'est un mariage de raison qui n'est pas un mariage d'amour. Et il y aura avec Le Canuet et quelques autres des mariages d'amour, et des mariages d'amour forcés, où on nous dit il faut absolument fabriquer cette Europe parce que l'Europe c'est fantastique, c'est merveilleux, formidable. Souvenez-vous, vous n'étiez pas né en 1992. Mais si. Quand il y avait cette campagne pour Maastricht où on nous expliquait fin de la guerre, de la misère, de la pauvreté, du chômage, du racisme. On va y revenir, c'est vrai que c'était... Et aujourd'hui, on se dit, bon ben voilà, vous avez régné sans partage depuis 1992. Pensez-vous que le racisme est disparu, l'antisémitisme est disparu, que les guerres ont disparu ? Alors j'aimerais quand même, avant de partir dans l'espace-temps en 92, rester en 65 et vous faire écouter l'autre vision de l'Europe qui était portée par Jean Le Canuet, qui s'est présenté à l'élection présidentielle contre le général. Lui se présentait comme le champion de l'Europe face à De Gaulle. Écoutez ses arguments. Il faut que nous campions la France moderne dans la puissance de l'Europe. C'est cela notre salut. C'est là qu'est la seule possibilité d'indépendance réelle, de puissance, de progrès et de paix. La raison fondamentale de ma candidature, c'est de sauver l'Europe que le régime veut détruire parce qu'il conserve une conception archaïque de la patrie, celle d'un nationalisme étroit et désuet, au siècle des géants, au siècle de l'Union soviétique, des États-Unis et demain de la Chine. Il faut nous donner la puissance d'un grand continent organisé. Il faut bâtir l'Europe. C'est ma volonté fondamentale. Voilà deux visions de l'Europe, Michel Onfray. On sait laquelle a gagné. C'est plutôt celle de Le Canuet, non ? Alors vous avez raison, mais c'est pas exactement la même. Elle a changé aussi. C'est-à-dire que cette Europe de Le Canuet, c'est une Europe démocrate chrétienne. Je rappelle que, d'abord, Jean Le Canuet était agrégé de philosophie et qu'il était catholique. Et par exemple, quand le président Giscard d'Estaing a voulu réaliser sa loi sur l'avortement, il a demandé à Jean Le Canuet de s'en occuper. Et Jean Le Canuet a dit non, je ne peux pas pour des raisons personnelles, catholique, peut-être pratiquant, je ne sais pas. Mais c'est Madame Veil, c'est Simone Veil, comme on le sait, qui a hérité du dossier. On parle aujourd'hui de la loi Veil. Et on est un peu injuste avec le président Giscard d'Estaing, parce que c'est bien, j'aime beaucoup Madame Veil, et gloire à sa mémoire. Évidemment. Mais c'est une décision de Giscard d'Estaing. C'est pas Madame Veil qui décide de l'avortement, c'est Giscard qui décide de l'avortement. Et donc, cette Europe-là, elle a changé parce qu'aujourd'hui, c'est une Europe wokiste. Le wokisme n'existait pas à l'époque. Donc on voit bien la modernité, la Chine, l'Union soviétique. On voit le discours du jambon général de Gaulle, il est nationaliste à la vieille mode. Et il faut être non pas une nation, mais une Europe puissante pour faire face aux puissances qui fassent puissance face à l'Union soviétique, etc. Mais le général de Gaulle voit bien que cette Europe, c'est une Europe fédérale. Démocrate chrétienne, c'était celle de Jean Monnet. Je rappelle que c'est aussi celle de François Mitterrand. Aussi. Et que c'est donc devenu celle de Macron et celle qui triomphe aujourd'hui, alors qu'on peut, comme c'est mon cas, être contre l'Europe libérale, mais pour une Europe des nations dans laquelle, effectivement, des choses sont possibles. Le Concorde, je le rappelle, le TGV, je le rappelle aussi à une époque, et d'autres projets qui pourraient se faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah, vous êtes contre l'Europe, donc vous êtes pour le rétrécissement, les frontières, les barbelés, vous êtes rabougris. » Bien sûr que non. On peut défendre la nation et en même temps dire que les nations peuvent s'entendre et coopérer. On peut coopérer avec
Je ne sais pas avec qui d'ailleurs, c'est difficile aujourd'hui de coopérer avec l'Allemagne qui ne veut pas coopérer. Et puis vu l'état de la France, est-ce qu'on a l'intention de coopérer avec le Portugal et pour quel type de projet? C'est un peu compliqué. Mais je pense que cette Europe, elle a basculé au moment où Mitterrand a cessé d'être de gauche en 83 et elle est devenue wokiste parce qu'elle est allée chercher une politique de substitution sur les campus américains. On va se transporter en 1992, l'année du traité de Maastricht. C'est un autre temps fort de la construction, de la déconstruction européenne. On va écouter un extrait du débat qui a opposé Philippe Séguin à François Mitterrand. Le président de la République est à l'époque très affaibli par son cancer. Et on va entendre un échange dans lequel Philippe Séguin, évidemment, voit ce qui se passe, voit un président malade, et donc est tout en retenue et en pudeur. Écoutons cet extrait. Non, mais moi, je n'attaque pas systématiquement toutes les dispositions du traité de Maastricht. Il en est certaine que j'accepterais bien volontiers dans un nouveau traité. Je suis venu à titre principal ce soir... Vous adorez les traités, hein? Et ça ne vous suffit pas? Monsieur le Président, celui-là, je ne peux pas dire que je l'apprécie beaucoup. Moi, j'apprécie particulièrement. C'est ce que j'ai cru comprendre. Le problème étant de savoir ce qu'en penseront les Français. Exactement. Ce qui finalement est l'essentiel. Je suis venu parler donc, disais-je, de risques technocratiques, de ce que je pensais de l'évolution vers le fédéralisme, des défauts du traité s'agissant de l'Europe centrale et orientale. Mais puisque j'ai la question, et c'est un sujet qui m'est cher et c'est une bonne occasion de l'exposer aux Français, je voudrais rappeler pourquoi je suis si attaché à la souveraineté nationale. Voilà, la souveraineté nationale, le mot lâché. Qu'est-ce qui vous frappe dans cet échange? Vous avez souhaité le revoir, Michel Onfray? Oui, c'est le serpent et l'ours, c'est le nounours. C'est-à-dire qu'on sait des choses depuis. C'est-à-dire qu'on sait que Mitterrand avait mis en scène sa maladie et qu'il y avait de la publicité. Il était malade. Comment? Il était malade. Oui, mais vous pouvez faire un usage de votre propre maladie. Poutine fait ça très bien. Des usages de terrorisme, ce genre de choses. Vous détournez quelque chose à votre propre avantage. Et là, effectivement, il a fait de telle sorte que Séguin puisse le voir entouré de pas de pharmaciens, mais enfin d'infirmières, de médecins, de gens qui le soignaient, peut-être une piqûre, des choses comme ça. Bon, c'est terrible, mais tout avait été fait pour que la porte soit ouverte, pour que ce soit très visible. Pensez bien que si le président Mitterrand veut se faire soigner en catimini, personne ne le saura. Il l'a fait pendant des années. Il n'y a pas de raison qu'en passant dans le couloir, vous voyez quelque chose sans que ça ait été voulu par le président de la République. Et Séguin l'a dit après. Il a dit « j'ai été troublé par ce que j'ai vu et j'ai retenu mes coups ». C'est l'expression qu'il avait utilisée. Et on voit bien le serpent de Mitterrand là qui dit « vous aimez bien ». Et on voit bien que ce type qui a un cancer terrible, il a gardé toute sa vivacité intellectuelle. De vipère, quoi, oui, intellectuelle. Et de répartie. Oui, encore que c'est pas si fin que ça, c'est pas si malin que ça. Les réparties de Mitterrand, Monsieur le Premier ministre, etc. Enfin, toutes ces choses qui passent pour des grands moments d'humour ou d'à propos. Je suis pas très sûr. Mais enfin bon, laissons ces choses là de côté. Simplement, Mitterrand sait très bien qu'il a en face de lui quelqu'un qui l'a touché d'un point de vue humain et que c'était la faiblesse de Philippe Séguin. Il se fait que moi j'étais un jeune auteur et que j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'avais dit du bien de lui à une époque et on était allé avec des gens qui m'avaient permis de le rencontrer à l'hôtel de Lassay. On avait eu un déjeuner extrêmement agréable et je lui avais dit mais qu'est-ce que vous faites chez ces gens-là? Enfin les Chiraciens ne sont plus du tout gaullistes. Il me dit bah ouais c'est bien, vous avez raison, mais la gauche j'en viens, je vais pas y retourner, etc. Enfin il y avait un homme très sensible et très très émouvant et d'une certaine manière Mitterrand a tué cette possibilité d'une autre Europe que portait Philippe Séguin parce que Philippe Séguin a dit je ne frappe pas sur un homme à terre. Bien sûr. Lui, Philippe Séguin, il dénonçait le piège de la monnaie unique et de l'ultralibéralisme. Oui. Et il ne s'était pas trompé. Mais pas du tout. Mais je vais faire un aveu sur CNews, mais je veux dire, mon amitié avec Philippe Séguin, pas Philippe Séguin, mais avec Philippe de Villiers, date de cette époque-là. On s'était rencontrés dans un couloir où lui et moi, lui à droite, moi à gauche, mais ça c'est pas très important, l'important c'est la France, on défendait une même position qui était celle de Philippe Séguin à l'époque, en disant non, pas de renoncement à la souveraineté. Si on renonce à la souveraineté, c'est plus la France qui pilote. Si la France ne pilote plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Ça veut dire qu'on dira au peuple, choisissez ce que vous voulez, mais de toute façon, vous êtes déjà voulu par plus que vous. Il y a une Commission européenne qui voudra au-dessus de vous. Et on voit bien que c'est le cas aujourd'hui, plus que jamais. Alors, vous savez, on va faire, d'ici la fin de la saison, un débat entre vous et Philippe de Villiers. Comme ça, voilà, les deux stars de CNews seront face à face. J'aurai le plaisir d'organiser ça avec mes amis. Sur les idées que portait Philippe Séguin, elles ont été balayées, broyées dans les années qui ont suivi, évidemment, le traité de Maastricht, avec le référendum sur lequel, évidemment, les gouvernants se sont assis, le traité de Lisbonne, par le traité de Lisbonne. Ça a été broyé par un certain Jacques Chirac. Je rappelle qu'il n'y a pas plus anti-gaulliste que Jacques Chirac,
que, d'ailleurs, si j'ai pas donné des idées aux Républicains aujourd'hui, mais si les Républicains voulaient renaître de leurs cendres, il leur suffirait de faire un droit d'inventaire avec Jacques Chirac en disant, bon, voilà, ce monsieur a été 2 fois élu président de la République, pourquoi faire? Mais peut-être pourrions-nous retrouver les fondamentaux de ce qu'était vraiment le gaullisme. Et là, je pense que ça repartirait, les Républicains. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Parce qu'on a stigmatisé tous les souverainistes de droite en estimant qu'ils étaient des nationalistes, des fascistes, l'extrême droite, les trucs nauséabonds, etc., etc. Et on a fait la même chose avec mon ami Jean-Pierre Chevènement, qui pensait exactement la même chose à gauche. Et personne n'a été capable de réunir ces deux-là, parce qu'on disait, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va dire? À droite, on va dire tu t'allies avec des gens de gauche, à gauche, tu t'allies avec des gens de droite. Et personne n'a dit ce que moi je souhaiterais dire, mais c'est pour la France. On se moque du fait qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas, qu'on soit musulman, catholique ou je ne sais quoi. Si on a envie de la France, on doit pouvoir faire des choses ensemble. Et je pense que cette idée de fabriquer une France commune, au-delà des partis, elle est morte. Elle est aujourd'hui morte parce que personne ne porte ça. Il y a des gens aujourd'hui Zemmour pour ne pas le nommer, qui lui veut une union des droites, mais qui finalement dit ah, je veux bien, mais je choisis ma droite et c'est moi. Les autres droites, je n'en veux pas. Mais c'est pas gaulliste ça. On doit dire moi je ne veux pas l'union des droites, je veux l'union des Français. Et y compris la droite, la gauche et tout, qu'on fasse un mélange. Et il y avait ça chez le général de Gaulle. Cette idée de dire on fabrique une nation, et cette nation, il faut qu'elle soit souveraine. Ce que disait Philippe Séguin. Et on a évincé tout ça, et effectivement, quand on renonce à la souveraineté, on renonce au pouvoir de faire de la politique, c'est-à-dire à la puissance. En 92, la France renonce à la puissance. Et quand en 2005, on dit voulez-vous encore renoncer un peu plus à la puissance, pour le peu qui vous en resterait, eh bien les Français disent non, on a compris, on n'en veut pas. Et en 2008, qu'est-ce qu'on a ? On a un traité de Lisbonne qui nous dit vous l'aurez quand même, c'est-à-dire l'UMP de l'époque et puis les socialistes de l'époque qui s'entendent avec les deux présidents qui finiront par dire vous l'aurez quand même parce que de toute façon le peuple peut se tromper, le peuple peut errer. Et on dit souvent cette sottise, regardez, c'est le peuple qui a mis Hitler au pouvoir. Le peuple n'a pas mis Hitler au pouvoir. Je rappelle que ce sont les partis qui n'ont pas su s'entendre qui ont fait que le chancelier a nommé Adolf Hitler. C'est-à-dire Hitler n'a pas été élu au suffrage universel direct, comme semble le dire un certain nombre de personnes. Et je pense que la démocratie est la meilleure des choses, que la souveraineté, c'est ce qu'il y a de mieux pour un pays, et que demander au peuple ce qu'il veut au nom de la souveraineté, il n'y a rien de mieux pour fabriquer une démocratie. Alors aujourd'hui, Michel Onfray, on est en pleine campagne des élections européennes, on parle beaucoup de populisme. Il y a tout est fait en fait pour mettre face à face le bloc central et les populismes qui montent dans à peu près tous les pays européens sous diverses bannières et divers partis. Pourquoi ? C'est une tenaille dans laquelle on veut emprisonner les électeurs de tout pays ? Oui, alors d'abord, il y a une guerre sémantique, c'est-à-dire sur les mots. Il y a une guerre sur les sens. Si vous utilisez un mot, extrême droite, fasciste aujourd'hui, souverainiste, c'est chargé comme ça. Et c'est chargé à droite, c'est chargé à gauche, on sait qui insulte, comment. C'est-à-dire si on insulte, on ne débat pas. Mais le populiste, c'est qui ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le populisme ? Voilà. Alors ça naît d'abord chez les Romains. Ce sont les Romains qui estiment qu'il y a des démagogues. Qu'est-ce qu'un démagogue ? Quelqu'un qui parle au peuple, non pas pour le bien du peuple, mais pour son bien à lui. C'est-à-dire qu'il le flatte. Il dit, je vous dis ce que vous avez l'intention d'entendre et puis après vous allez voter pour moi. Une fois que je suis au pouvoir, je n'ai plus rien à faire de ce que je vous aurais promis. Les fameuses promesses n'engagent que ceux qui les croient, selon la formule je crois de Pasqua à l'époque. Et le populisme, c'est ça, en mauvais sens du terme, si vous voulez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le populiste désigne chez ceux qui sont des insultants, ou des insulteurs, pardon, et désigne le fait qu'on ait le souci du peuple. Moi, j'ai le souci du peuple. Jusqu'à ce qu'on me dise que la démocratie n'est pas un bon régime. Si on me dit que la démocratie n'est pas un régime, il ne faut pas consulter le peuple. C'est le meilleur des régimes. Il y en a de meilleurs. Mais enfin, moi je pense qu'on peut faire des républiques libertaires, proudhoniennes, et que ça s'appelle aussi la démocratie. Lui, Proudhon, il parle de la démopédie, c'est-à-dire de l'éducation du peuple. Il dit si on demande au peuple sans l'avoir éduqué, c'est pas forcément terrible. Et de fait, je pense que c'est ce que disait Condorcet avant lui au XVIIIe siècle. On peut éduquer le peuple, c'est-à-dire lui donner un maximum d'informations, et quand il a les informations, le peuple, il choisit, et ça s'appelle pour le coup après la démocratie. Et donc le populisme, c'est une insulte de la part de ceux qui disent « mais si on pouvait économiser le peuple, ce serait tellement bien ». Laissez faire le cercle de la raison, laissez faire les techniciens, laissez faire la Commission européenne qui va décider pour vous, arrêtez de vous occuper de choses auxquelles vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez pas la géostratégie, la géopolitique, vous dites des sottises sur l'Ukraine ou sur la Russie, nous savons ce qu'il faut dire, etc. Donc ces gens-là disent « vous êtes des populistes si vous dites « mais demandez au peuple ». Moi je veux sortir de la naphtaline un mot qui s'y trouve depuis longtemps et qui s'appelle populicide et qui est un mot de Gracchus Babeuf, homme de gauche s'il en est pendant la Révolution française, et qui a nommé ainsi les gens qui voulaient détruire la Vendée.
Il disait c'est un populicide qu'on fait là-bas, c'est-à-dire on détruit le peuple vendéen. Alors moi je veux bien être un populiste, j'assume, je le suis. Populiste de gauche, même si on veut, je le suis. Mais si en face on accepte de dire que ce sont des populicides qui disent que nous sommes des populistes. Donc le choix aujourd'hui c'est pas populiste et je sais pas quoi, démocrate, etc. Non, c'est populiste ou populicide. Moi je suis du côté du peuple, donc populiste, et les populicides estiment qu'il faut faire l'économie du peuple. Mais si on se place du côté des électeurs, qu'est-ce que ça recouvre aujourd'hui, se dire qu'on va voter populiste, entre guillemets, c'est-à-dire voter pour le Front National, le Rassemblement National, en France, l'AfD en Allemagne, ou d'autres partis dans l'Europe. Ça veut dire quoi? C'est le ras-le-bol du système tel qu'il est? Oui. C'est pointer les dysfonctionnements de l'Union européenne? Bien sûr, les gens qui nous disent des choses et qui font le contraire. Les gens qui nous disent qu'il faut lutter contre l'immigration, alors que les européistes, alors que leur projet, c'est d'augmenter l'immigration. Des gens qui nous disent qu'il faut absolument qu'à l'école, il y ait le retour de l'autorité, alors qu'ils veulent détruire l'école et l'autorité comme elle fonctionne, etc., etc. Donc il y a un moment donné où les gens commencent à comprendre. Et puis merci aux paysans qui, eux, ont donné des leçons de choses, comme on disait jadis à l'école, et qui ont très vite expliqué comment, eux, on leur disait il faut produire des poulets comme ça va coûter horriblement cher, ils seront éco-responsables vos poulets, et puis vous aurez du mal à les placer parce qu'ils coûteront trop cher. Et puis en face, vous aurez un poulet ukrainien qui lui aura été quasiment nourri à la dioxine et qui coûtera beaucoup moins cher, qui aura été congelé 3 ans et qui sur le marché va de toute façon être beaucoup moins cher que le vôtre. Et les paysans disent c'est ça l'Europe. Et c'est d'ailleurs une Europe qui permet à un pays qui n'est pas européen, je le rappelle, l'Ukraine, de piétiner. Mais qui aspire à l'être et à qui l'Union européenne a dit oui, on vous accueillera un jour. Le serait-il un jour qu'il deviendrait partenaire, mais pour l'heure c'est pas le cas. C'est-à-dire que des pays qui ne sont pas européens, au nom de l'Europe, sont utilisés comme des armes contre les paysans français. Et là, les gens ont commencé à comprendre. Comme avec les Gilets jaunes, ils se disent « Ah oui, mais c'est ça, finalement, les fameux européistes, là, ils détestent les peuples et on envoie les militaires et les blindés contre les Gilets jaunes, contre les paysans. » Et les gens comprennent que cette Europe, elle n'est pas si gentille que ça. Et quand on réécoute le général de Gaulle, quand on s'est plongé dans les archives, il avait mis le sort des agriculteurs au cœur du dispositif. Ce qui, évidemment, bien sûr, lui, n'est plus le cas. Lui défendait la paysannerie française. Et à l'époque, il y avait évidemment beaucoup plus de paysans qu'il n'y en a aujourd'hui. Bien sûr, là, ils sont moins de 400 000 dans notre pays. On fait une petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler des élections européennes. On va écouter ce que disent chacun des candidats français. Quelle vision de l'Europe porte-t-il? On va l'analyser avec vous. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on continue à parler des élections européennes qui se déroulent dans 2 mois exactement dans l'ensemble de l'Union. On va écouter d'abord Jordan Bardella, qui est le premier pour l'instant dans les intentions de vote pour ces élections européennes. Il interpellait Emmanuel Macron au Parlement européen et il accusait le président de la République de vouloir effacer les nations d'Europe. Écoutons. Monsieur le Président de la République, votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Qu'est-ce que vous décelez dans ce discours, Michel Onfray? Un peu n'importe quoi. C'est quoi 3000 ans? C'est creux. C'est creux. C'est quoi l'Europe d'il y a 3000 ans? J'imagine judéo-chrétienne. Voilà. Bah, judéo-chrétienne, je ne sais pas. Juif pour le coup, je mais ne suis pas, pour les textes les plus anciens du judaïsme, enfin, je vois bien les espèces d'approximations, puis après il nous dit millénaire. Alors c'est plurimillénaire si c'est 3000. Si c'est millénaire, c'est 1000 ans. Alors c'est 3000 ou c'est 1000. Enfin bon. Je veux dire, tout ça c'est pour répondre à Zemmour, je pense. Parce que Zemmour a fait En tout cas, c'était en interpellant Emmanuel Macron. Oui, mais dans le sens, lui, Zemmour, il nous parle de l'Europe en disant l'Europe c'est ceci, l'Europe c'est cela, etc. Et là, c'est un peu la même chose. On a la même Europe. Non, ça ne tient pas la route non plus. Le problème avec eux, c'est qu'ils sont illisibles. Au moins, on a parlé... Sur quoi? Sur ça, sur tout. Sur ça, sur le reste, sur l'euro, sur la monnaie commune, la monnaie unique, sur Schengen, sur l'Europe, sur la façon de la construire, sur plein de sujets. Donc il y a un moment... Alors jadis, on va pas remonter au Front National, mais il y a juste un moment donné où on a vu il y a quelque temps donc, Philippe Séguin, le général de Gaulle, c'était des gens qui avaient des convictions. Et on savait très bien qu'ils étaient lisibles sur un certain sujet, souverainisme national, etc., souverainisme du général de Gaulle, etc. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il défend ?
défendent. D'autant que moi, je ne suis pas très au fait de ce qui se passe en Europe dans le détail, mais les gens qui suivent un petit peu la politique au Parlement se disent qu'ils votent des trucs un peu bizarroïdes, qu'ils votent avec des amis, etc. Enfin, il n'y a pas une grande lisibilité du Rassemblement national sur la question européenne. Donc c'est pas lui qui porte la question souverainiste à vos yeux aujourd'hui? Sûrement pas. Okay. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que les éventuels souverainistes ne peuvent pas fabriquer de liste. Que Dupont-Aignan a jeté l'éponge, que mon ami Kuzmanovic a un projet, qu'il a essayé, que ça ne marche pas, etc. Enfin, qu'ils ont le projet Giorgi a le projet de cette liste. À un moment donné, à Front Populaire, on y avait songé, puis on y a renoncé. Trop compliqué, trop cher, trop complexe, etc. Et puis, mais il y a un moment donné, on se dit, ne peuvent aller là-bas que les gens qui ont montré patte blanche sur la question européenne. Les autres, ils ne peuvent pas. J'ai pas de sympathie pour Philippot, mais Philippot, je ne sais pas s'il en fait une, mais il aura du mal à en faire une liste, je ne crois pas. Non. Mais donc, il y a toujours cette idée, ou Asselineau. Tous ces gens qui voudraient une autre Europe, on leur dit, bon, dégagez, on va se débrouiller pour que vous ne puissiez pas exister, on va faire ça entre gens sérieux. Et si vous voulez faire partie des gens sérieux, et Marine Le Pen le souhaite, eh bien, il faut arrondir tous les angles. Et elle arrondit tous les angles. Elle a déjà dit, Schengen, c'est très bien, l'euro, c'est très bien, on n'y touche pas. Elle confondait à une époque l'euro, le franc, l'écu, elle ne savait plus du tout. Là, on lui a dit, bon, tu touches pas à grand-chose. Et puis, finalement, il se passerait avec elle ce qui se passe avec Mélanie. Allez, autre candidate, cette fois-ci, c'est Valérie Ayé, la candidate Renaissance, qui a fait son premier meeting de lancement de campagne et qui a pilonné le Rassemblement national, comme si c'était le seul argument qu'elle pouvait développer dans cette campagne. On écoute Valérie Ayé. Hier, Daladier et Chamberlain. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats. Nous sommes à Munich en 1938. Hier, les somnambules, ceux qui ne veulent pas voir par confort ou par calcul. Aujourd'hui, Le Pen et Orban. Il est minuit moins une. Regardons, chers amis, regardons derrière nous et en toute lucidité, soyons fiers de nos acquis. Les références historiques qu'elle mentionne, elles sont à propos ou pas, selon vous? D'abord, on a l'impression qu'elle a le même coach que Valérie Pécresse. Vous m'avez manqué. Non. Et donc, non, il y a une façon de jouer. On parle, je ne sais pas quel mot français on peut dire. On utilise name dropping. Vous savez, cette façon de laisser tomber les mots, les Daladier, Chamberlain, Daladier, Munich, etc. J'aimerais bien qu'on fasse un petit micro-trottoir, même auprès d'elle, éventuellement, en lui disant, expliquez-nous un petit peu, petite improvisation sur Munich, Daladier, etc., Chamberlain. Non, pas du tout. Ça a été écrit par des gens qui nous disent, il faut absolument que, non pas on défende une idée de l'Europe, parce que ça, c'est quand même assez difficile de défendre cette Europe qui nous fabrique des guerres à notre porte, etc., mais de dire, attention, celui qui risque de gagner, c'est un nazi. Et donc, la campagne, elle se fait complètement là-dessus. Alors, on en a un qui nous parle de 3000 ans d'Europe. L'Europe n'est pas encore née, qui nous parle déjà de l'Europe. L'autre qui nous dit, Daladier, Chamberlain, attention, Adolf Hitler, Oradour-sur-Glane, ça recommence. Et on dit, mais défendez votre budget, votre projet. Votre projet. Même le budget. Il y a un budget Même aussi. Le budget. Non, mais c'est très intéressant. Ce serait très intéressant de voir l'argent que l'Europe donne, non pas aux Européens, mais au-delà de l'Europe. Pourquoi est-ce qu'on donne autant d'argent à la Palestine depuis si longtemps? Pourquoi, par exemple, on donne de l'argent à la Chine? Et à un moment donné, on se dit, ce serait bien que les peuples puissent donner leur avis sur la façon qu'a l'Europe d'utiliser... Mais là, ils peuvent voter, les peuples. Ils peuvent voter, là... C'est compliqué, c'est lointain. Oui, ils peuvent voter, mais il y a plein de gens qui disent, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de voter? Alors là, il faudrait expliquer aux gens, et ça commence à se dire, que si effectivement il y avait une majorité de souverainistes, peut-être qu'ils pourraient s'allier et fabriquer une Europe souverainiste d'État. Mais ça, c'est pareil, c'est du propos de bonimenteur. Ça ne se passera pas comme ça. Ils n'ont pas de plan B. Ça a été le cas avec Syriza en Grèce, ça a été le cas avec Podemos en Espagne, ça a été le cas avec Mélanie. Dès que ces gens arrivent au pouvoir, eh bien, ils sont rattrapés par les marchés financiers qui leur donnent qui 2 jours, qui 2 minutes pour les détruire en leur disant maintenant vous allez rentrer dans le rang. Autre candidat, François-Xavier Bellamy pour les Républicains, lui, il défend une vision de l'Europe qui est... Est-ce qu'elle est à vos yeux la même que celle du camp d'Emmanuel Macron? On va l'écouter, lui aussi en meeting. L'Europe, ce sont des pays amis, mais qui, comme tous les amis, ne sont pas toujours d'accord sur tout, qui ont des intérêts divergents parfois, des agendas différents. Ces différences font l'Europe, et il faut les assumer. Et nous assumons les nôtres. Nous sommes la France qui s'assume. Nous sommes la droite qui s'assume. La droite qui se donne les moyens de compter et de faire gagner le pays. Nous sommes là où il faut agir, tous les jours, sur la brèche, sur la barricade parlementaire. C'est comme ça que ça se passe. Le sens de cette élection n'est pas
pour ou contre l'Europe. Il est temps de regarder les sujets en face d'une manière enfin adulte. La vraie question, c'est de savoir ce que nous ferons de l'Europe. Une Europe de la liberté ou de la contrainte? Une Europe de la prospérité retrouvée ou du décrochage économique? Une Europe qui assume ses racines ou qui choisit de les nier? Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes la droite. Nous aimons la liberté. Est-ce que ce discours-là, Michel Onfray, l'Europe, ce sont des pays amis, ça vous convient ou pas? Toujours pas. Oh, ça ne mange pas de pain, c'est un discours de bon élève. Donc il est gentil, moi j'aime beaucoup ce garçon, ce jeune homme, mais politiquement c'est la même chose que Macron. C'est ça. Il y a un moment donné où il faut quand même savoir que Macron c'est la moitié de socialiste et la moitié de républicain, avec des gens qui vont manger la gamelle, et puis l'autre moitié qui dit on aimerait bien y aller, on n'est pas appelé, qu'est-ce qu'on fait, on attend, alors que finalement l'idéologie c'est la même, alors ils veulent marquer une différence, mais enfin il y a eu ça avec Sarkozy Hollande, il y a eu ça avec Chirac Mitterrand, ils font semblant de se partager le gâteau en disant on est quand même très opposés. Globalement, quand il s'agit de voter, ils votent ensemble, ils votent pareillement. Alors si vous avez un projet avec la prochaine image, c'est Raphaël Glucksmann, on peut peut-être sauter. Exactement. Parce que ça va être exactement la même chose. Et on pourrait faire, vous savez, des dégustations à l'aveugle, c'est-à-dire... oui, on aurait pu ne pas mettre les visages et juste le son. Juste le texte. Vous mettez le texte et puis vous dites alors d'accord ou pas d'accord, de droite ou de gauche, socialiste ou républicain. Ça devient très difficile. Là, on dit maintenant c'est l'ami Bellamy, donc c'est les républicains. Mais on dit maintenant c'est le même monsieur Glucksmann, donc c'est la gauche. Alors qu'en fait, globalement, tout ce monde-là défend la même chose. Ils font tous semblant. Et tout est fait d'ailleurs au présidentiel pour que les gens défendent le même personnage, globalement. La même politique, pardon. La même vision, voilà. Après, vous avez des personnages. Alors, vous avez des nerveux, des excités, des apathiques, vous avez des vieux, vous avez des jeunes, vous avez des couturés, vous avez des tout jeunes, etc. Vous avez Hollande, et puis vous avez Macron, et puis, mais globalement, ils défendent exactement la même vision des choses. Mais la politique consiste à dire on s'entend pas, on n'est pas d'accord, etc. On est la droite. Mais non, ils ne sont pas la droite. La théâtralisation de la politique. Bien sûr. Allez, Raphaël Glucksmann, qui a des intentions de vote assez élevées aujourd'hui pour ces européennes. Que dit-il de l'Europe? Écoutons-le. Et aujourd'hui, je viens devant vous comme le candidat d'une social-démocratie européenne qui serait débarrassée de toute forme de mollesse et de toute forme de compromission, qui aurait compris que la transition écologique est l'horizon de la construction de la puissance européenne et que les ruptures nécessaires avec l'ordre établi sont immenses. Alors, mes amis, la situation est simple. Nous devons gagner ces élections en Europe. Michel Onfray, quand il parle de la rupture avec l'ordre établi... Oui. C'est un vœu pieux, évidemment. Raphaël Bellamy ou alors... François-Xavier Glucksmann. Oui, c'est sidérant, parce que ces gens-là sont au pouvoir depuis 1992. Je trouve que leurs idées sont pas Raphaël Glucksmann, non, mais oui, vous avez raison. Le Parti Socialiste l'a été. Les idées de ces gens-là sont au pouvoir depuis 1992. Donc il y a juste un moment où on ne va pas faire quelque chose de prospectif. Il faudra, nous devrons, il faudra faire l'écologie, la transition écologique, etc. Mais qu'avez-vous fait? Là, vous défendez un bilan cette fois-ci. En 92, on défendait des idées. Et c'était l'idée d'une Europe qui serait la panacée et l'idée pour les souverainistes de dire cette Europe, ce sera la fin des nations. C'était ça qui se jouait en 92. Aujourd'hui, il y a un bilan. Il y a juste des gens qui disent on va faire, on devrait, il faudrait. Mais qu'avez-vous fait? Moi, je demande à ce qu'on dise à ces gens-là donnez-nous des comptes sur ce qu'est devenu votre Europe. Vous nous aviez promis ça. Regardez ce que vous avez fait, on ne vous croit pas, on ne vous croit plus. La social-démocratie, mais la social-démocratie, c'est Macron. C'est Macron. Donc il y a un moment donné où on se dit, Macron, Glucksmann et Bellamy, ils font semblant de ne pas s'entendre, ils défendent exactement le même projet. Globalement, il y a Marine Le Pen qui court derrière en disant « mais nous aussi, on défend le même projet ». Les autres disent « non, toi, tu n'es pas républicaine ». Mais globalement, ça se fait sur la marge, il y a un petit peu de différence. C'est pour ça que les gens ne croient pas à ça, à ce jeu-là. Ils se disent « ça ne changera rien pour nous, dans notre quotidien, ça ne changera rien. L'Europe continuera de nous embêter ». Les gens ne voient pas l'Europe comme quelque chose qui leur facilite la vie, leur simplifie la vie. Ils voient bien que, depuis que l'Europe fait la loi en France, l'école, l'armée, la police, la sécurité, enfin tout ça, c'est pas terrible. Donc que M. Glucksmann rende des comptes, et François-Xavier Bellamy aussi, et tous les autres qui ont mis la main à la pâte.
Alors, le bilan de la souveraineté, vous l'avez fait dans le numéro spécial de Front Populaire qui s'appelle « L'Europe démystifiée, vie et mort d'un empire » que je recommande à nos téléspectateurs. Maxime Le Nagard a dressé la liste de nos renoncements. Est-ce que nous avons, oui ou non, abandonné notre souveraineté à l'Union européenne et dans quel domaine? Alors, abandon total, le monétaire, le budgétaire, le commercial et le juridique. Là, nous ne sommes plus maîtres de notre destin. C'est énorme. Le juridique, ça veut dire que nous ne faisons pas la loi chez nous. Ça veut dire ça. Monétairement, ça veut dire effectivement que quand on vous dit la dette ceci, la dette cela, on dit arrêtez de rigoler. C'est pas vous qui déciderez de la façon que vous aurez de gérer la dette, c'est l'Europe qui décidera, c'est pas la France. Maxime Le Nagard, qui est notre rédacteur en chef, a fait un travail formidable. Et quand il le dit aussi clairement et nettement que ça, c'est terrible. Alors, sur l'abandon partiel, lui, il parle du législatif, de l'industriel, le migratoire, le judiciaire et l'économico-social. Là-dessus, on a encore un tout petit peu de pouvoir sur notre destin ou pas? On pourrait, mais comme de toute façon, la France a cet étrange tropisme, ce désir d'être le meilleur élève, le bon élève, elle en fait toujours plus. On lui dit, on va vous serrer la ceinture. Je dis, mais encore un petit cran de plus, s'il vous plaît. On a envie de leur dire, mais pourquoi donc? C'est quoi l'intérêt? Quand l'Allemagne dit, mais moi je desserre la ceinture, elle desserre la ceinture, elle n'en a rien à faire de l'Europe. Nous, on a l'impression vraiment qu'on a envie de détruire la France, de faire payer les Français. Parce que ce sont les Français qui paient cher tout ça, finalement. Quand on ne parle pas d'inflation, on ne parle pas de misère, on ne parle pas de pauvreté, on ne parle pas de gens qui sautent des repas, on ne parle pas des étudiants qui n'ont pas les moyens de faire 2 repas par jour, par exemple. On ne parle pas des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. C'est ça, l'Europe. On ne parle pas de cette guerre qui est déclarée à la Russie via l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on s'en va faire cette guerre? Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, alors qu'on est déjà dans un état de pauvreté terrible, de s'engager dans des guerres? C'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Ukraine. Oui, d'accord. Mais la Chine a aussi déclaré la guerre au Tibet en 1959 et on n'a rien fait. Et il y a plein de pays sur la planète où des pays en déclarent d'autres, des guerres. Et on va faire quoi si la Chine envahit Taïwan, etc., etc. Il y a un moment donné, quand on fait de la politique en France, on fait de la politique pour les Français. Et on ne fait pas la politique pour les Européens, ou encore moins pour l'Europe. Là, on fait la politique, les Français font de la politique pour l'Europe. Macron ne fait que ça. Est-ce que c'est bon pour l'Europe? Je le fais. C'est pas bon pour les Français? Tant pis. C'est pas bon pour la France? Tant pis. D'abord, priorité. Alors, ils sont contre la priorité nationale, mais ils sont pour la priorité européiste. Alors, c'était le 3e point de notre abandon relatif de souveraineté, la politique extérieure, on vient d'en parler. Et là où, en revanche, Maxime Le Nagard dit pas d'abandon du tout de notre souveraineté, c'est le militaire. Pour l'instant, nous n'avons pas abandonné notre souveraineté militaire. Oui. Et heureusement. Il s'en faut de peu. Je rappelle qu'il y a encore quelques temps, Macron voulait partager le bouton nucléaire avec l'Allemagne. Ou le siège à l'ONU, etc. Enfin, il y a un moment donné où Macron va très très loin quand même. Et on s'est dit, mais l'Allemagne, on s'aimera toujours, c'est fini. Non, ça ne s'aime pas toujours. Et il y a un moment donné où il faut savoir que les amis que nous avons sont susceptibles de devenir nos ennemis. Ça marche dans la vie. Hélas, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est la même chose avec les pays. Donc on ne peut pas dire on s'aimera toujours. On a connu des choses tellement terribles, 1870, 14, 18, 39, 45, avec l'Allemagne maintenant, c'est l'amitié pour toujours. Pas du tout. Mais ça veut dire que l'Europe de la défense, vous n'y croyez pas du tout. C'est une chimère, ça n'arrivera jamais. Et pourtant, tu sais que les Européens y réfléchissent parce qu'ils comprennent bien que le parapluie américain n'est peut-être pas éternel et qu'il faudra peut-être s'organiser. Alors, moi, j'ai cru à la défense européenne si tant est que l'Europe soit devenue l'Europe. C'est-à-dire autre chose qu'un club de banquiers. Si c'est un club de banquiers, ça ne se fera pas, la défense. Si effectivement on fait une défense européenne, il faut qu'il y ait une Europe. Alors là, oui, il y a une Europe et on fait la défense. Mais on fait une Europe des banquiers, puis après on dit qu'il faudrait une Europe de la défense. Regardez ce qui se passe avec la Pologne. Là, il y a un missile russe qui passe au-dessus de son espace, enfin dans son espace aérien. On laisse faire. Ils ont pourtant acheté des avions aux Américains, nos amis les Polonais qui sont des Européens, etc. Pendant que les Allemands, eux aussi, ont acheté des avions américains. Donc l'Europe est morte. Donc on arrête aussi. Là, c'est pareil, ils sont tous en train de nous dire l'Europe. Mais que reste-t-il de l'Europe? On a vu ce qu'était l'Europe quand il y a eu les problèmes des masques au moment du Covid. Il n'y a pas eu de masques européens, il n'y a pas eu de vaccins européens. Quand il a fallu s'en chercher, l'Allemagne est allée chercher dans son coin. On a réussi à en faire venir. L'Italie a fait venir des médecins cubains, etc., etc. On se dit, mais si les gens pensent encore que l'Europe, ça existe... On va juste écouter Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui, lui, à l'occasion d'un point presse, a évoqué cette Europe de la défense. Écoutons-le. Nous sommes des alliés fiables des États-Unis. Néanmoins, nous savons qu'une part de l'agenda de sécurité de l'Europe doit reposer désormais sur les Européens. Et ça, c'est une nécessité absolue. Et je pense que la campagne européenne, je l'espère, permettra d'avoir un débat noble et de bonne qualité sur le sujet. Mais il est clair que pour nous, Français, en tout cas pour moi en tant que responsable politique, c'est
pas normal que ce soit le contribuable américain qui supporte à ce point la sécurité des Européens. D'autres diplomaties, d'autres cultures, d'autres pays le tiennent pour un fait acquis et quelque chose qui est le corollaire et le fruit de l'histoire. Ce ne sont pas mes convictions à titre personnel. Est-ce que vous faites le crédit de la lucidité à Sébastien Lecornu, Michel Onfray? Non. Je pense qu'ils font de la politique politicienne et que pour personne n'a grâce à vous aussi. Non, mais je trouve grâce à vous aussi. Non, mais je les écoute et je comprends le discours. Je pense que ces gens-là veulent fabriquer une Europe sur le dos de l'Ukraine et que pour ce faire, ils n'ont pas besoin des États-Unis. Donc les États-Unis, ils lâchent les États-Unis parce qu'ils se disent nous sommes des alliés fiables. Oui, mais les États-Unis nous lâchent aussi d'une certaine façon. Mais les États-Unis ne nous ont jamais soutenus, ou alors comme l'accord de soutien le pendu. Et si vous croyez que le 6 juin 1944, ils arrivent parce qu'ils aiment la liberté, l'Allemagne leur avait déclaré la guerre, ils venaient régler le problème sur le territoire européen et pas sur le territoire américain parce qu'il était question de bombes atomiques, il était question d'avions à réaction, ils existaient déjà. Et l'opération s'appelait Overlord, c'est-à-dire suzerain. Tout était dit. On était dans la vassalisation. Donc il faut arrêter de dire que les Américains sont nos gentils amis depuis toujours. Les Américains, eux, et ils ont raison, ils font de la politique, c'est-à-dire qu'ils font primer les intérêts américains d'abord. Et ils ont raison, nous devrions faire la même chose. La politique, c'est ça, c'est de dire en France, les intérêts des Français et de la France d'abord, et c'est ainsi. Là, comme ils veulent de toute façon détruire la France, les européistes, détruire la France, fabriquer l'Europe, se servir de l'Ukraine, comme les États-Unis se servent de l'Ukraine, comme Poutine se sert également de l'Ukraine. C'est un peuple en otage. Et en otage, pas seulement des oligarques russes, mais les Européens s'en servent. Donc effectivement, si on peut écarter un peu les Américains en disant si vous nous donnez des consignes, on n'a pas envie d'y obéir parce que nous, on a envie de fabriquer une Europe et on va se servir de l'Ukraine pour ce faire, c'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire, moi, j'entends non pas ce que ces gens-là nous disent, ce sont des communicants qui rédigent leurs textes quand même, mais ce qu'ils font véritablement. Et que quand vous analysez ce qu'ils font, vous voyez bien qu'ils sont en train de continuer. C'est-à-dire, on dit Macron, il dit tout et le contraire de tout. C'est pas faux, mais il fait toujours la même chose. Détruire la France pour construire une souveraineté européenne. Ça, c'est leur objectif. Et ils se servent de tout pour ça. Parce que pour eux, c'est la solution. Oui, mais c'est le problème, pourtant. C'est pas la solution, c'est le problème. Alors vous ne croyez pas au fait qu'un plan industriel de long terme a été lancé pour construire cette Europe de la défense? Alors je ne sais pas ce qu'ils font, parce que tout ça c'est quand même assez discret et secret. Je pense que quand vous mettez en commun l'intelligence militaire, n'allez pas expliquer aux journaux ce que vous avez mis en commun. Je ne sais pas ce qui se dit, je ne sais pas ce qui se fait, je ne sais pas si on a donné des secrets, quels secrets, comment. Si on donne nos clés de contact pour la bombe atomique en disant les Allemands, si vous l'appuyez sur la bombe atomique nucléaire française, vous avez le bouton et appelez-nous 2 secondes avant. Et là vous dites attention, évidemment. Évidemment, mais là je suis aussi gaulien sur ce sujet-là. C'est-à-dire le général de Gaulle dit la souveraineté nationale, ça passe aussi par le nucléaire qui n'est pas la menace d'envoyer des bombes atomiques, comme le fait Poutine en permanence. Ceci dit, on l'excite assez pour qu'il s'en serve. Et c'est juste de dire, sachez que nous le pouvons. C'est la dissuasion. C'est la dissuasion. La puissance de dire nous pourrions, mais pas aller tous les 4 matins à la télévision, dire attention, on pourrait faire ceci, on pourrait envoyer des mecs, comme a dit Macron, pour parler des soldats français, de l'élite de l'armée française, on va envoyer des mecs en Ukraine, etc. Il faut être sérieux, il faut être adulte pour utiliser la bombe atomique. Et la bombe atomique, on la partage pas entre copains non plus, entre potes, entre 2 chopes de bière en disant allez camarades, non pas du tout, il faut être sérieux, c'est ce qui nous reste à peu près. Enfin, c'est ce que dit Maxime, il a raison, mais c'est ce qui nous reste, le Nagar, oui. C'est ce qui nous reste et il faut absolument être intransigeant sur ce sujet-là en disant non, on ne partagera pas de ça, parce qu'effectivement, tout le monde étant susceptible de devenir notre ennemi un jour, il ne faudrait pas que nos ennemis aient la possibilité de nous attaquer dans le dos. C'est déjà un peu beaucoup le cas par ailleurs. On a commencé cette émission avec De Gaulle, on la termine avec De Gaulle, Michel Onfray. Oui. Qu'est-ce qu'il aurait pensé de cette époque que nous vivons aujourd'hui, de ce conflit avec la Russie, de ces Américains omniprésents? Il a déjà répondu, et dès l'occupation, si vous lisez les textes qu'il a consacrés à la civilisation, et il n'y a pas une histoire d'amour entre Malraux et lui par hasard. C'est-à-dire qu'il a compris qu'on avait changé de civilisation mécanique, civilisation du moteur, civilisation de la déspiritualisation. C'est-à-dire, il dit, ben voilà, je ne sais plus si c'est Malraux qui le dit ou si c'est Malraux qui le fait dire à De Gaulle. En fait, il dit, mais à quoi ça sert d'aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider? Et je pense que ce que dirait le général de Gaulle, après ce que lui avait enseigné mai 68, c'est qu'effectivement, il y a un effondrement de la civilisation. Et je ne suis pas sûr que les gaullistes qui nous disent qu'il faut toujours espérer, c'est un peu facile et un peu léger, mais rencontrerait un de Gaulle qui espérerait aujourd'hui. Je crois que la part pessimiste en lui prendrait le dessus et il dirait « c'est foutu ». Merci beaucoup Michel Onfray, c'était un bonheur de vous écouter aujourd'hui, nous parler d'Europe et des élections européennes. Merci à vous, merci à nos amis et téléspectateurs de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info continue sur CNews.